Alors, il nous reste Monsieur Carl Blackburn et Monsieur Marc Bédard de Produits forestiers résolus. Merci beaucoup. Oui. On ne parlera pas de bœuf et ni de pétrole, mais on va parler de foresterie et bien sûr de papier. Ouais. Alors, au nom de Produits forestiers résolus, nous remercions la Commission de l'opportunité qui nous est offerte de présenter une autre facette du dossier relatif au contrôle des circulaires, soit la perspective du principal producteur utilisé pour l'impression des circulaires qui sont l'objet de cette consultation. Si les recommandations de la Commission devaient conduire volontairement ou involontairement à une baisse significative, sinon à la disparition des circulaires et journaux locaux, nous voulons que la Commission soit informée des conséquences indirectes probables d'une telle recommandation. Produits forestiers résolus est en effet un des principaux producteurs de papier journal au monde et le principal fournisseur de papier pour l'impression des hebdos régionaux, des encarts publicitaires et des circulaires qui sont livrés aux consommateurs par divers véhicules, dont principalement le Publisac au Québec. Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers, offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux. Résolu possède ou exploite près de 40 installations situées principalement dans la région boréale du Québec, du nord-ouest de l'Ontario, ainsi que dans les États de l'Alabama, la Floride, le Michigan, le Mississippi, le Tennessee et la Georgie. Nous exploitons également 7 centrales hydroélectriques ainsi que 6 centrales de cogénération qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse carboneutre, représentant une capacité totale installée de 440 MW. Les activités de Résolu au Canada et ailleurs dans le monde génèrent des retombées socio-économiques importantes pour des centaines de collectivités. Nos racines sont profondément ancrées ici au Québec, où notre société est depuis longtemps au centre du développement économique de plusieurs régions. Le siège social de Résolu est d'ailleurs situé ici même à Montréal. Il regroupe plus de 400 employés et génère des retombées économiques d'environ 112 millions de dollars par année. Dans ce mémoire, nous traiterons des sujets suivants. Le papier de circulaires et des journaux régionaux, l'importance économique, l'aménagement forestier et les changements climatiques, et finalement la transition du papier au numérique. Alors bonjour, Marc Bédard, je suis ingénieur forestier et vice-président de la foresterie chez Produits forestiers résolus. L'idée ici, c'est de vous donner un peu un aperçu. Bon, on parle du Publisac et tout ça, mais on veut que vous sachiez, en connaissiez un peu plus sur le contenu même du Publisac et le papier. Et on parle de déchets, de gestion des déchets et tout ça, mais le papier lui-même, je pense que c'est important de savoir d'où il vient, puis comment il a été fait, puis que c'est pas, qu'il peut être réutilisé aussi. Alors, le papier qui est utilisé pour l'impression des circulaires et des hebdos régionaux est fabriqué à partir, il faut le savoir, d'une ressource qui est renouvelable, recyclable et écologique, le bois. C'est le même bois qui compose vos chaises, vos bureaux ici. De nos jours, sauf exception, aucun arbre n'est coupé pour la stricte fabrication du papier au Québec. La fibre utilisée provient essentiellement des résidus issus de la fabrication du bois de construction, un sous-produit que l'on appelle communément le copeau de bois. Dans le passé, ces résidus-là devaient être soit enfouis ou brûlés. Certains d'entre vous avaient déjà connu ce qu'on appelait les enfers. Dans chacun des villages du Québec, on avait un clocher, une scierie et son enfer. Son enfer, c'était la grande cheminée dans laquelle on brûlait les copeaux, qui étaient le résidu de la fabrication des bois de construction. Le principe est simple. On a l'image à l'écran. Un bio de bois, c'est cylindrique, alors que le 2x4 est soit carré ou rectangulaire. Alors, lorsqu'on le transforme, on génère des sous-produits qui sont principalement des copeaux, donc toute la périphérie de l'arbre, ou des petites plaquettes de bois, ce qu'on appelle les copeaux, des sciures, des rabotures et des écorces, ce qui va être écorcé. Les écorces sont utilisées pour la production d'énergie en totalité,
alors que les copeaux et les autres résidus sont principalement utilisés dans la production de pâte et papier ou d'autres matériaux du bois composite. Il est important de souligner qu'au Québec, aujourd'hui, les copeaux constituent une part très importante des revenus des quelques 100 usines de sciage qui existent actuellement encore dans la province de Québec, sans laquelle il serait pratiquement impossible de maintenir les activités des usines de sciage. Donc, on le voit à l'écran, c'est une part importante de l'arbre quand même. Les copeaux, ça peut aller jusqu'à 35-40 % selon la grosseur de l'arbre. Donc, ça constitue des revenus très importants pour les usines de sciage. Sans ces revenus-là, tout simplement, ils ne pourraient plus exister. La fabrication du papier est donc une composante essentielle de la filière de la transformation du bois au Québec. Nous, on utilise la notion de filière. On peut presque parler d'une économie circulaire du bois au Québec. Cette filière soutient d'ailleurs l'économie de plus de 225 collectivités dépendantes de l'industrie forestière au Québec. Alors, le débat actuellement porte beaucoup sur l'utilisation du Publisac à Montréal. Mais les conséquences peuvent être beaucoup plus larges que Montréal seulement. Les décisions qui vont se prendre pour la Ville de Montréal peuvent avoir des conséquences pour plusieurs collectivités en région. Le papier de résolu utilisé pour l'impression des circulaires et des dépliants, soit environ 80 000 tonnes métriques annuellement, provient principalement de nos usines de Gatineau, en Outaouais, de Clermont, dans Charlevoix, et de Dolbeau-Mistassini, ainsi que de Kenogami et Alma, de façon moins régulière. Par contre, les copeaux qui servent à approvisionner ces usines à papier-là proviennent en majorité des usines de sciage, soit de Résolu, mais aussi de plusieurs autres entreprises qui sont situées à Maniwaki, Sainte-Terre, Lebel-sur-Quévillon, Val-d'Or, Saint-Hilarion, Gérardville, Ladoré, Mistassini, Saint-Félicien, Latuc, Sacré-Cœur. Donc, ça vient de partout au Québec. Une trentaine d'autres scieries, à part celles que je viens de nommer, écoulent également une partie de leurs copeaux vers ces usines à papier-là. L'énergie utilisée dans ces usines à papier provient de sources renouvelables à près de 96 %, soit de l'énergie fabriquée à partir de la masse, donc les écorces qui sont récupérées au moment de la fabrication du bois d'œuvre, ou de l'hydroélectricité, qui est aussi une énergie renouvelable. À propos de l'importance économique, tel que mentionné précédemment, les nombreux emplois directs et indirects et l'économie de plusieurs régions dépendent de la filière de transformation du bois chez Produits forestiers résolus, mais aussi ailleurs au Québec. La production de papier utilisée pour l'impression des circulaires et dépliants destinés aux consommateurs québécois représente à elle seule environ 15 % de la production totale des trois principales usines qu'on vous a nommées, Gatineau, Dolbeau, Clermont. L'industrie du papier qui utilise les sous-produits du sciage, on le sait, est malheureusement en déclin depuis plusieurs années, par les papiers journaux et l'autre. Et il y a une transformation qui s'opère présentement dans notre industrie du bois pour cheminer vers d'autres produits ou des biomatériaux, par exemple, qui éventuellement pourront remplacer les médias imprimés. Mais on n'en est pas là présentement. Ces marchés-là ne sont pas encore complètement développés. Ça se fait, la transition est lente vers ces marchés-là. Donc, si une baisse additionnelle du volume de distribution devait affecter la rentabilité déjà fragile des médias imprimés et signifier la disparition de ce type de publication, non seulement à Montréal, mais aussi en région, la perte d'un marché tel que le Publisac serait très dommageable pour la filière de transformation, pas seulement pour les usines à papier. Voici un exemple qui permet de saisir l'importance des emplois liés à la chaîne d'approvisionnement de la transformation des produits du bois au Québec, dont l'équilibre est extrêmement fragile. L'arrêt du Publisac pourrait conduire à la fermeture permanente d'une machine à papier qui produit environ 200 000 tonnes métriques de papier annuellement. On a parlé que nous, avec le Publisac, on parle d'environ 80 000 tonnes par année, mais 80 000 tonnes, c'est suffisant pour prendre une décision à un moment donné de dire, bon, ben, cette machine-là, est-ce qu'elle est encore rentable si elle produit 80 000 tonnes de moins? Ou, ben, ça pourrait conduire à la fermeture d'une machine au complet. Donc, c'est 200 000 tonnes de moins qui seraient produits à ce moment-là. La réduction de 200 000 tonnes de papier, une machine à papier, ça signifie l'équivalent en termes de quantité de copeaux nécessaires
à la production de 240 millions, donc c'est 200 000 tonnes de copeaux aussi, et c'est la production de 240 millions de PMP, de mesures de planche en bois de sciage. C'est en moyenne, c'est à peu près en moyenne, ça l'équivaut à l'équivalent à peu près 2 scieries moyennes au Québec. 2 usines de sciage moyennes au Québec produiraient ce volume-là. Ainsi, la fermeture d'une machine à papier affecterait non seulement les emplois à l'usine à papier, mais également ceux des scieries qui produisent les copeaux, les usines de rabotage qui transforment le bois de ces scieries-là, de même que les emplois reliés à la récolte, au transport du bois en forêt. Nous estimons à 480 emplois directs et 1560 emplois indirects qui seraient touchés au Québec par un scénario comme celui-là. Nous invitons la Commission à prendre ce facteur en considération dans les analyses qui supporteront vos recommandations. Rapidement, je viens de faire apparaître à l'écran un peu le portrait de Produits forestiers résolus, principalement au Québec. Produits forestiers résolus dans son ensemble de ses opérations, parce qu'on est bien sûr présent au Québec, en Ontario et aux États-Unis, mais sur 7 000 employés, c'est 4 200 emplois directs qui sont ici au Québec, qui sont interreliés, que ce soit dans le siège social ici, bien évidemment, à Montréal, mais dans l'ensemble de nos usines réparties dans plusieurs régions du Québec. À notre présence économique, on doit associer également plus de 1 700 emplois qui, sans la présence de Résolu, ne seraient pas sur place. Donc, on parle bien sûr de certains opérateurs forestiers. On parle bien sûr de transporteurs de soit de la matière première ou de la matière qui est transformée pour être livrée à nos clients. Donc, on parle d'un nombre d'emplois directs principalement en présence de Résolu de près de 6 000 emplois. Si on prend le ratio du gouvernement qui est utilisé souvent pour faire des comparatifs, pour faire une multiplication par rapport à des emplois indirects, on parle de près de 20 000 emplois indirects qui sont directement reliés à notre présence. Juste au Québec, nous avons 9 498 retraités qui reçoivent 100 de leur régime de retraite. C'est l'équivalent de 217 millions de dollars en rente par année qui sont versés à nos 9 000 retraités. On a plus de retraités que d'employés actuellement. Et les retombées annuelles estimées de Produits forestiers résolus dans l'économie du Québec, que ce soit en salaire, en taxes municipales, en infrastructures, en achat de fibres, en achat d'énergie, en shutdown, en sous-traitance, c'est 1,5 milliard de dollars par année, donc c'est excessivement important. Vous avez aussi dans le tableau juste à côté les différents investissements qui ont été réalisés principalement dans nos installations du Québec. On parle d'investissements totalisant 262 millions de dollars depuis les 3 dernières années. Investissements qui ont servi, bien sûr, à moderniser nos infrastructures, à nous permettre de rester à la fine pointe de la technologie. Comme Marc l'a mentionné, nous assistons à une diminution importante de la demande des produits du papier. Il y a encore quand même beaucoup de consommation de papier dans le monde et dans ce contexte, nous voulons quand même demeurer un joueur important et compétitif. Alors, ces différents investissements-là démontrent notre volonté de continuer d'être très actifs sur ces marchés, même si ces marchés sont en déclin. Dans la présentation suffisante, Marc, tantôt, a parlé bien sûr de Clermont, Dolbeau et Gatineau comme étant des usines à papier principalement affectées par les produits qui pourraient être utilisés dans le Publisac. On veut vous démontrer par ce petit tableau simplement l'impact de chacune de ces usines à papier dans les régions où elles sont situées, mais j'attirerai votre attention plutôt sur la section du bas où on parle des impacts économiques, mais par région. Parce que comme Marc l'a démontré, la filière forestière, ce n'est pas simplement les usines à papier qui fabriquent le papier, mais c'est bien sûr toute la chaîne de fabrication qui part de la récolte au transport, à la fabrication du bois d'œuvre, bien évidemment, et à l'utilisation et à la valeur ajoutée des sous-produits. Alors, lorsque vous regardez l'impact économique pour chacune de ces régions-là, qui ne sont pas situées à Montréal, soit dit en passant, mais qui dépendent drôlement du marché de Montréal, ben, c'est des retombées qui sont excessivement importantes. À titre d'exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de retombées de près d'1 milliard dans l'économie annuellement. Dans la région de l'Outaouais, on parle de 56 millions. Dans la région de la Mauricie, 50 millions. Dans la région de la Côte-Nord, plus de 130 millions de dollars par année. Dans la région de Charlevoix, 56 millions. Et dans la région de l'Abitibi, on parle de retombées de 126 millions. Pour un total de 1,5 milliard de dollars de retombées par année. Alors, pour nous, c'est excessivement important, l'ensemble de la filière de transformation de la récolte aux produits finis et à la livraison des produits transformés à nos clients. Maintenant, il y en a qui vont dire peut-être, si on utilise moins de papier, tant mieux, on va sauver des arbres, là. Mais vous voyez que c'est pas le papier provient des résidus d'une transformation
autre qui est la première transformation, qui est celle du bois d'œuvre. Et le bois d'œuvre, ben, c'est bon pour l'environnement. L'aménagement forestier durable, on ne parle pas là, de déforestation, on parle d'aménagement forestier durable, et les produits du bois qui leur sont associés contribuent à augmenter la fixation du CO2 atmosphérique, on en a parlé tout à l'heure un peu du CO2, et au stockage du carbone. Dans son rapport en 2007 sur la foresterie, le GIEC, le groupe d'experts environnementaux sur l'évolution du climat, a confirmé que l'aménagement des forêts et les produits forestiers qui en résultent, incluant le papier, sont des outils efficaces pour lutter contre les changements climatiques. Bien sûr, plus la durée de vie des produits est longue, un bureau ou une chaise, par exemple, ou une cathédrale, ben, plus la durée de vie est longue, plus elle va stocker le carbone longtemps. Mais le papier, qui peut être recyclé jusqu'à 6 et 7 fois, peut aussi avoir ou dans un livre, par exemple, peut avoir une durée de vie importante aussi. En effet, à mesure que les arbres poussent, par le processus de photosynthèse, ils absorbent et stockent le dioxyde de carbone, un des gaz qui contribue au réchauffement de la planète. Mais quand les arbres parviennent à maturité, leur croissance ralentit, la matière combustible morte s'accumule dans les forêts et sur les sols, et ils deviennent plus vulnérables aux incendies de forêt et aux infestations d'insectes. Ça fait d'ailleurs l'objet de l'actualité dans les dernières semaines. Lorsqu'un arbre meurt, il se décompose progressivement et relâche alors le carbone stocké durant sa vie. À titre d'exemple, l'épidémie de tordeuse des bourgeons d'épinette qui sévit actuellement au Québec, ceux qui ne le savent pas, a déjà ravagé plus de 9,6 millions d'hectares de forêt au Québec. C'est l'équivalent de 96 000 km² ou 200 fois à peu près la superficie de l'île de Montréal. Nous, à Montréal, on deal avec la grille du frêne. Il y a un arbre ici qui part, mais on parle de 200 fois la superficie de Montréal, l'épidémie qui sévit actuellement sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis dans le bas du fleuve. Le concert avec le gouvernement et l'industrie, résolu en particulier, s'affaire à récupérer les arbres affectés et vulnérables pour minimiser les pertes, faciliter la régénération des forêts affectées et ainsi réduire la proportion de bois qui libéreront des gaz à effet de serre en se décomposant. La récolte des arbres parvenus à maturité dans un contexte d'aménagement forestier durable permet donc de limiter l'impact du feu et des insectes et d'assurer la régénération rapide de ces forêts. Les forêts qui sont aménagées activement au Québec et au Canada sont donc un véritable puits de carbone net à long terme. L'utilisation des produits du bois à longue et moyenne durée de vie, donc incluant des circulaires et son recyclage, permet également de stocker du carbone. À titre d'exemple, si une maison à ossature de bois a une durée de vie de 100 ans, le carbone stocké dans son ossature le demeurera aussi pendant 100 ans, pendant qu'un nouvel arbre sera de nouveau en train de capturer le carbone en remplacement du premier. Au Canada, la récolte représente moins de 0,5 % des perturbations qui touchent la forêt boréale. En 2018, selon les statistiques, en 2018, c'était moins de 0,5 %. Donc, quand on compare aux incendies de forêt et aux insectes et maladies qui perturbent les forêts de façon naturelle, ben, la récolte, c'est minime à côté de ça. C'est 25 fois moins que la superficie qui est perturbée par les feux, les insectes ou les maladies. La forêt boréale canadienne est l'une des forêts les mieux aménagées sur la planète. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, la forêt boréale canadienne est en excellente santé. De plus, un rapport publié en 2017 par NEPCOM, une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre pour une utilisation durable des forêts dans plus de 100 pays du monde et pratiques de gestion forestière au Canada, compte parmi les plus rigoureuses au monde. Donc, en plus d'être soumise à un cadre réglementaire déjà très contraignant, la vaste majorité des forêts dont est issu le papier contenu dans le Publisac sont certifiées par une tierce partie selon des normes d'aménagement forestier durable reconnues à l'échelle internationale, soit la norme du Sustainable Forestry Initiative ou celle du Forest Stewardship Council. La certification de l'aménagement forestier et la chaîne de traçabilité qui permet de confirmer à nos clients et investisseurs que nos approvisionnements en fibres proviennent de sources. Ça permet de confirmer que ça provient de sources renouvelables et durables. D'ailleurs, Transcontinental, qui est un de nos principaux clients, exige d'ailleurs que les papiers soient certifiés selon l'une de ces normes-là.
Alors, comme vous avez le circulaire, pas le circulaire, mais vous avez le mémoire en main, je vais directement me rendre à la conclusion. Le papier utilisé pour l'impression des circulaires et des hebdos régionaux distribués dans le Publisac provient d'une industrie verte, d'une ressource renouvelable, recyclable et écologique. Il est une composante essentielle de la filière québécoise de transformation du bois qui contribue au maintien de la vitalité économique de nombreuses collectivités au Québec, y compris des communautés des Premières Nations. L'aménagement forestier écosystémique, qui est à l'assise de cette filière, contribue à l'atteinte des objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. De nombreux emplois en région et également à Montréal sont reliés à la production du papier utilisé pour les circulaires et les hebdos régionaux. Toute réduction significative du tirage des circulaires et hebdos régionaux aura donc assurément des répercussions sur ces emplois et sur les communautés qui bénéficient actuellement des retombées socio-économiques associées aux usines de Résolu. Nous invitons la Commission à tenir compte de cet élément et à ne pas en sous-estimer les conséquences lors de la formulation de ces recommandations. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. On va passer à la phase de questions. Alors, je commence à ma droite, Madame Magini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. J'ai lu avec beaucoup d'attention votre mémoire, merci. Et croyez-moi, je suis très sympathique au sort des travailleurs des usines de produits forestiers réseau vers le Québec. Si je ne me trompe pas, votre capacité de production annuelle de papier journal est de 1,6 million de tonnes métriques. Et si je ne me trompe pas également, on estime environ 20 000 à 20 000 tonnes métriques de tonnes de papier qui sont utilisées dans les Publisac à Montréal. C'est donc à peine un peu plus de 1% de la production annuelle de papier journal de votre entreprise qui est produit et qui produit d'ailleurs une multitude d'autres produits forestiers, en plus du papier journal. Est-ce que je me trompe en disant que la réduction du nombre de papier journal utilisés par des Publisac à Montréal aurait donc un impact négligeable sur les finances de votre entreprise et sur les employés de Résolu? D'abord, merci pour votre question, mais comme Marc l'a dit, le simple volume associé à un client particulier ne reflète pas nécessairement l'impact direct de ce que ça peut avoir, dépendamment de la capacité d'une usine, par exemple, d'être en opération, et dépendamment des volumes aussi qui sont en opération, ça peut avoir des répercussions beaucoup plus grandes. À titre d'exemple, simplement, dans la demande du papier journal en Amérique 2018 versus le mois de 31 mai 2019, on assistait à une diminution de 16% de la demande de la consommation de papier. Alors, vous comprendrez que ça a un effet extrêmement important. Et comme on vous l'a démontré, toute augmentation ou accélération de cette diminution-là dans la demande, que ce soit par des réglementations ou par ce soit des décisions gouvernementales, risque d'accélérer la diminution de la production du papier. Et l'élément le plus important dans notre présentation, je pense, sur lequel il faut vraiment prendre conscience, c'est l'élément qu'on vous présente sur ce tableau-ci. C'est que l'industrie forestière va en forêt, et c'est la loi qui le prévoit, pour récolter les arbres pour faire du bois de construction, à moins de situations d'exception. Avec les résidus, parce que malheureusement, l'arbre n'est pas carré, il est rond, on donne une valeur ajoutée aux sous-produits. Et cette valeur ajoutée est de l'activité économique dans plusieurs régions du Québec. Je pourrais vous donner un autre exemple qui a été largement médiatisé il y a quelques années. Rappelez-vous, lorsqu'un certain groupe environnemental mettait beaucoup de pression sur des consommateurs de produits qui provenaient de la forêt boréale. Un cas qui a été très publicisé, c'est Best Buy. À un moment donné, Best Buy, après plusieurs mois d'attaque de certains groupes environnementaux, après plusieurs techniques des fois un peu particulières sur l'entreprise de Best Buy, ceux-ci ont décidé de cesser de s'approvisionner de produits qui provenaient de la forêt boréale. Bien, ces produits-là étaient faits, ça représentait l'équivalent de 4 mois de production à notre usine de Kenogami. Qu'est-ce qu'on a fait? L'usine de Kenogami avait une machine. On n'a pas arrêté l'usine pendant 4 mois de l'année puis opéré pendant 8 mois parce que ce n'est pas opérationnellement faire. On a dû réorganiser l'ensemble de notre production de papier dans la région du Saguenay. Et malheureusement, à cette époque, c'est la machine numéro 9 à Alma qui a dû être arrêtée parce que c'était cette décision-là qui avait le moins d'impact sur les travailleurs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Donc, la commande ou le contrat de 4 mois pour l'usine de Kenogami n'a pas nécessairement affecté juste Kenogami, mais a affecté d'autres usines. Et bien sûr que relié à ça, c'est aussi la récolte en forêt, c'est les transporteurs, c'est ceux qui transforment cette ressource-là. Donc, il y a des impacts qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on peut peut-être penser par rapport à la commande de ce que ça peut représenter. Le Publisac, la décision qui pourrait être prise à Montréal, si jamais, par exemple, vous décidez d'aller de l'avant et que ça venait de faire la disparition de Publisac ici dans la région de Montréal, pourrait possiblement avoir des répercussions aussi dans d'autres régions du Québec. Alors, comme vous êtes à même de le constater, ces répercussions-là pourraient inévitablement accélérer la diminution de la demande de la production de papier dans le monde, donc au Québec également, et ainsi avoir des répercussions importantes pour l'économie des régions, particulièrement des régions qui sont forestières. J'entends souvent des gens dire « vous devriez faire d'autres choses, le papier est en train de diminuer, il va disparaître ». Oui, on fait d'autres choses. En 2018, par exemple, on a investi plus de 15 millions de dollars en recherche et développement pour trouver des nouveaux produits, des nouveaux procédés, des nouvelles façons de faire, des nouveaux marchés, comme de la lignine, par exemple, qui est fabriquée à partir de la résine de l'arbre, ou des filaments cellulose qui pourraient rentrer dans la production de d'autres produits qui pourraient même, à la limite, remplacer des produits qui sont faits à partir de base de pétrole. Mais ça prend le marché pour être capable de prendre puis de récupérer ces éléments-là. Ils ont des emplois qui sont bien rémunérés dans les régions du Québec qui vivent grâce à la production de papier. Alors, il y a une transition à faire, mais il faut que cette transition soit intelligente. C'est vrai que tout le monde dit qu'il faut arrêter de consommer du pétrole. On est tous pour ça. Parfait. Mais on fait quoi demain matin si on n'utilise plus le pétrole? Alors, dans l'industrie du papier, comme dans l'industrie de la fibre forestière, il faut trouver une façon intelligente de faire cette transition. Et malheureusement, des décisions qui viendraient accélérer la diminution de cette demande-là auraient des conséquences importantes sur la filière forestière qui est extrêmement tissée, serrée, chacune des opérations versus les autres opérations. Parfait, merci. Madame Clément-Talbot. Est-ce que vous avez parlé, merci de la présentation. Vous avez parlé que le papier est recyclé peut être recyclé de 6 à 7 fois. Mais est-ce qu'il peut être recyclé ou quel est le papier qui a plus de chances d'être recyclé? Le journal, le fin, Kraft, ça c'est le papier très très fin. Là, le Kraft, ça c'est la pâte Kraft. Ça, la pâte, elle entre dans la fabrication de différents types de papier, dans différents autres types de produits, comme par exemple le filtre à café que vous avez dû utiliser ce matin. Il y avait certainement un peu de produits résolus là-dedans. Mais la pâte Kraft rentre dans différents produits, même dans des vêtements exactement. Mais pour ce qui est des types de papier et leur possibilité de recyclage, Marc, je peux peut-être te laisser. Je ne suis pas spécialiste dans la chimie du papier, mais la pâte Kraft, par exemple, c'est une pâte qui permet de produire une pâte avec des fibres très longues. Puis, dont d'ailleurs la pâte provenant de la forêt boréale avec les épinettes noires de la forêt boréale, c'est une pâte qui est reconnue pour produire des fibres très. Et souvent, dans le processus de recyclage, nous, on en a déjà fait du recyclage. C'est pas logique d'en faire pour nous ici au Québec, alors qu'on est près de la fibre vierge. Donc, on est loin des marchés de forte population où là, il y a possibilité de récupérer beaucoup plus le papier recyclé. Et on a toujours besoin d'une source de fibres vierges de toute façon dans le système. Même si on le recycle 6-7 fois, ça prend toujours un apport de fibres vierges. Et la pâte Kraft, par exemple, va servir à venir renforcer le papier qui a été recyclé, qui provient de fibres qui ont été recyclées plusieurs fois, puis qu'à chaque fois, les fibres sont coupées ou sont raccourcies. Alors, on rajoute une pâte Kraft qu'on appelle, qui est une pâte qui permet de renforcer le papier. Ça fait partie du processus de recyclage. J'imagine qu'il y a eu des études qui ont été faites que le papier qui est utilisé dans le Publisac, c'est le papier qui est le plus économique, le plus écologique et le plus environnemental friendly. Oui? Ou c'est pas quelque chose que vous avez touché, vous? C'est pas quelque chose qu'on a touché particulièrement. C'est un papier qui est relativement économique, effectivement, mais il doit répondre à des critères spécifiques en termes d'impression, au niveau des encres et tout ça, de solidité aussi.
Ça dépend de la vitesse à laquelle l'impression se fait sur les machines à imprimer et tout ça. Mais, si je peux me permettre d'ajouter, ça dépend aussi de la volonté des clients. Il y a des clients qui veulent avoir un circulaire ou un journal sur un papier de telle qualité. D'autres, un papier de plus grande blancheur, de plus grand lustre ou de plus grande résistance. Donc, dépendamment de la volonté du client, ben, ce produit-là est fait aussi dans une usine qui peut être différente. On parlait Gatineau, Clermont et Amos pour certains types de produits de journaux. Mais si on a besoin d'un produit de plus de qualité, d'un papier circulaire lustré, ça peut être fait à Kenogami ou ça peut être fait à Alma. Ça dépend de la machine à papier. Il faut que la machine à papier est conçue pour un type de papier. Puis, il y a la recette aussi du papier, qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'il soit plus lustré, plus blanc ou plus... mais tous les papiers produits chez Résolu sont écologiques. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Monsieur Normand, je vous laisse le temps de réfléchir. Je passe à ma gauche. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça revient vite. Je pense qu'on comprend tous le plaidoyer que vous faites aujourd'hui. Moi, j'accroche un petit peu sur, évidemment, vous nous le présentez comme ça, c'est un peu comme le scénario catastrophe. T'sais. À Montréal, on parle de 20 000 tonnes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas éliminer le Publisac, c'est que les personnes qui le veulent le reçoivent. Donc, on peut penser à une diminution de quelques milliers de tonnes. Puis là, ça affecterait les 80 000 tonnes du Québec, une machine de 200 000 tonnes. Donc, tout s'écroule. La pente est raide, disons. L'autre aspect, c'est que je comprends que vous défendez votre secteur, puis comme on l'a dit, on est très sensible à ça. Mais à la fois, comment vous justifiez que dans vos valeurs d'entreprise, vous ayez le développement durable, puis que ça invite à maintenir un système dans lequel, on le sait, l'Institut économique nous l'a présenté, le choix d'emblée des gens, c'est de ne pas faire le move, et donc, ceux qui ne veulent pas le recevoir le reçoivent quand même. Il y a on va appeler ça l'inertie. Voilà, il y a un énorme gaspillage à ce niveau-là. Donc, vous comprendrez que toute la chaîne de production à partir de la fibre chez vous, son transport, la réalisation des imprimés, leur distribution, pour des gens qui vont le prendre tel quel puis le mettre au recyclage, et plusieurs, on n'en a pas parlé d'ailleurs dans les coûts, mais aux ordures, c'est pas très développement durable, on s'entendra. Ce surplus-là, les gens qui ne le lisent pas, qui ne le veulent pas, et qui souvent vont imposer l'autocollant et le reçoivent quand même ailleurs. Ouais. Ben, vous comprendrez que c'est difficile pour nous d'expliquer le processus up-in ou up-out, parce que nous, on est dans la business des produits forestiers. Mais moi, je m'accroche à cette démonstration qui est sans équivoque pour moi, puis qui fait en sorte que les 4600 travailleurs directs de produits forestiers résolus se lèvent tous les jours pour aller en forêt, pour faire un travail qu'ils font fièrement, et qui n'est pas dommageable pour l'environnement. Souvent, on est accusé à tort d'être des entreprises qui faisons de la déforestation. Je pense que Marc vous l'a démontré très clairement, la déforestation n'est pas dans les régions du Québec, elle est ici à Montréal. Elle est dans les régions où, malheureusement, on a remplacé le parterre forestier par des routes ou des immeubles. Et on est convaincus, nous, de notre côté, qu'on peut lutter ou aider à lutter contre les changements climatiques. Et c'est démontré scientifiquement. À partir du moment où l'arbre est carré, l'arbre est rond et que le produit principal qui nous amène en forêt, c'est un produit qui est carré ou rectangulaire, il y a des résidus qui sont générés. Éventuellement, probablement qu'on va être capable de faire du biocarburant à coût économique qui va permettre à la population, aux consommateurs de changer l'orientation puis de dire qu'on va prendre ces produits-là au lieu de prendre d'autres types de produits. Mais pour le moment, on donne une valeur ajoutée à ces produits-là en créant de l'activité économique dans les régions du Québec. Mais on s'entend que ce n'est pas ma question. Non, ma question, c'est êtes-vous à l'aise avec le gaspillage de ces produits-là? Bien sûr que non. On n'est pas à l'aise avec aucune forme de gaspillage. De là à dire que, en fait, qu'on ne peut pas améliorer le système, certainement, probablement. Puis je pense qu'il y a eu des propositions à cet effet-là. Mais on pense que la notion de opt-in, par exemple, par rapport à opt-out, il y a véritablement un risque autour de ça. C'est tout le phénomène de l'inertie. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont qui ont fait la démonstration. Là, tout le phénomène de l'inertie des gens autour de faire la notion de faire un choix. Alors, puis, il ne faut pas non plus
il peut y avoir une certaine part de gaspillage. On peut certainement réduire cette... Mais il ne faut pas non plus avoir trop sur la conscience, là, parce qu'on a utilisé du papier, qui est un résidu, dans le fond, qui, à l'époque, était brûlé ou déjà enfoui, mais que dans son processus, il sert aussi à produire d'autres produits qui, eux, apportent une contribution vraiment importante au niveau environnemental aussi. Merci. Parfait. Là, je vois mes collègues qui... Parfait. Alors, je pense qu'on va clore la séance de questions auprès de Produits forestiers résolus. Merci pour votre présence et pour votre mémoire. Avant de conclure, il y a, tout à l'heure, on avait posé une question pour laquelle on n'avait pas forcément une réponse. Monsieur Caron de chez Transcontinental souhaitait apporter la réponse. Alors, si vous voulez intervenir... Oui, merci de me laisser revenir sur la question de la commissaire Blanco. En fait, Mme Blanco a mentionné que TC Transcontinental n'avait pas obtenu de permis pour la distribution dans l'arrondissement de la Chine. Vous avez vu ma surprise. En fait, comme on l'a mentionné, chaque année, chaque été, on embauche un étudiant qui fait le tour de l'ensemble des municipalités, l'ensemble des villes et des 1200 villes du Québec et des arrondissements pour obtenir une mise à jour de la réglementation pour la distribution d'articles publicitaires au Québec. La secrétaire de l'arrondissement de la Chine nous a transmis cet été le règlement qui d'ailleurs avait été adopté en 1987 et ce règlement ne faisait aucune mention d'un permis. Donc, simplement, c'était possible soit d'échanger aux coordonnées ou de discuter par la suite pour qu'on puisse clarifier cette situation parce que nous, même à travers l'arrondissement, clairement, il n'y avait pas de permis qui était mentionné. Ce serait apprécié. Merci beaucoup. C'est parfait. Merci beaucoup pour le suivi presque en live. Donc, voilà. Alors, avant de lever l'Assemblée, je tiens donc à remercier à nouveau toutes les personnes qui ont pris le temps de rédiger un mémoire ou de préparer une opinion et de venir aujourd'hui nous faire part de leur avis. Votre participation à cette Assemblée est grandement appréciée. Je vous informe que les mémoires qui ont été déposées aujourd'hui sont déjà disponibles en ligne sur la page consacrée à la consultation sur le site web des commissions permanentes. Et donc, je tiens à vous rappeler également que la consultation se poursuivra ici même mercredi prochain, le 30 octobre, en soirée. Nous y entendrons les opinions d'autres personnes intéressées pour participer à cette consultation. Et donc, cette séance sera également web diffusée et vous êtes toutes et tous bienvenus pour y assister en personne. Donc, je vais demander un proposeur et un secondeur pour lever l'Assemblée. Donc, Madame Blanco et appuyée par Monsieur Mielet. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée et une belle fin de semaine. Merci, pareillement.